彼に霧を選ぶ自由はなかった。それでも彼は歩く。小さな火を灯しながら。その火は霧を晴らさない。ただ彼の存在そのものなのだ。己の混沌を抱きしめよ。エリオット。Le Cambodge se présente souvent sous le signe de la douceur. Des temples qui surgissent de la forêt, des visages qui sourient, une culture bienveillante. Mais cette sérénité n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. Dans les années 70, ce pays a vécu l'une des destructions humaines les plus radicales du XXe siècle. En 4 ans, le régime des Khmers rouges a tué un Cambodgien sur 4. Pas dans la fureur d'une guerre, non, mais dans le calme méthodique d'un projet lent, zéro. L'idée, inspirée du maoïsme et portée par Pol Pot, était de revenir à une société agraire pure. Plus de villes, plus de monnaie, plus de classe, que des paysans travaillant la terre. Pour y parvenir, il fallait effacer tout le reste. À Phnom Penh, un lieu résume tout ça. S21, un lycée transformé en prison. 17 000 personnes y sont entrées, 12 en sont ressorties. On y entre par une grille ordinaire au milieu de la ville. Les salles de classe sont encore là, les barreaux aux fenêtres, les chaînes au sol, et sur les murs, des milliers de photos prises au moment de l'arrivée. Les cibles n'étaient donc pas choisies au hasard. Médecins, enseignants, ingénieurs, moines, ceux qui faisaient exister la société, tout le reste qu'il fallait effacer. C'était un classicide, l'extermination d'une classe tout entière. Et en éliminant cette classe-là, le régime n'a pas seulement tué des gens, il a arraché à la nation sa capacité de se reconstruire. En sortant de S21, j'étais sonné. Comprendre que c'était un classicide, quelque chose presque sans précédent dans l'histoire, ça m'a frappé autrement. Et une chose m'a traversé. C'est probablement la pire chose qu'on puisse faire à un pays, lui arracher ceux qui le font exister. Surtout dans un monde comme le nôtre qui ne donne aucun répit aux pays vulnérables. Et c'est là que j'ai compris une partie de ce que j'allais voir au Cambodge. Un pays en reconstruction depuis 40 ans, dans un monde qui ne reconstruit pas, mais qui exploite. Tout ce dont je vais vous parler maintenant, le tourisme, le volontariat, l'aide internationale, ce sont toutes ces choses qui, sous prétexte d'aider, prolongent souvent la mécanique de la dépendance. The road that we have to fix. Lui, c'est Kossol, le directeur de l'école où j'ai enseigné. Mais avant de parler de moi, on va parler de lui. Il grandit dans un village rural du Cambodge. Pas d'école, pas de route, pas d'État. Parce qu'il faut le dire, ici, l'éducation publique, c'est pas la priorité de l'État. Un des budgets d'ailleurs les plus bas d'Asie du Sud-Est. Sur le papier, il y a des plans, des partenariats, des discours, mais sur le terrain, dans les campagnes, il n'y a souvent rien.
ou des profs payés 100 $ par mois qui finissent en fait par demander aux familles de payer pour venir en classe. Donc Kosal, il va grandir là-dedans, jusqu'au jour où son grand-père le conduit dans une salle de classe dans un autre village. Et là, il découvre un monde en fait. Et en grandissant, les limites de ce monde. Un système beaucoup trop fragile pour tenir la promesse qui lui a été faite. Alors il part. Il traverse le pays, parfois au prix de grands risques. Il apprend, il enseigne, il forme d'autres profs. Il devient responsable éducatif au niveau national et va travailler pour une grosse ONG. Mais petit à petit, il voit l'argent qui s'évapore, les logiques financières qui mangent les valeurs, et il s'en va. En 2018, il fonde sa propre école à Kampote, dans le sud du pays. Le Covid le ramène dans son village natal, et avec presque rien, en fait, il va recommencer. Une classe, puis une autre, et quand la vie a repris son cours, il a décidé de rester. Quand je suis arrivé chez Kosal, je connaissais l'histoire, mais pas comme ça, pas vivante devant moi. Je suis venu aider un projet, sans comprendre que ce projet-là, une école dans un village oublié, était le résumé exact de tout ce que je viens de vous raconter. Je venais de rencontrer une génération née après le génocide, qui a vu son pays mis à terre, abandonné et exploité, et qui se remet debout. Kosal, c'est un exemple de cette génération. Et ce qu'il fait, c'est plus qu'enseigner, c'est créer une chance contre un État qui abandonne ses campagnes, pour des enfants que tout le monde a oubliés, et pour un pays qui cherche son indépendance, par l'école, la culture et la connaissance. Je faisais face ici à un homme qui refusait, à sa façon, que tout soit perdu. Chaque année, plus d'1 million de personnes partent faire du volontariat à l'étranger. En apparence, on est d'accord, c'est magnifique. Vous allez vite comprendre que je n'ai pas fait cette vidéo pour vous parler de ça. Il y a le voyage volontaire, une ferme, un écolieu où tu y changes du temps contre un toit. Ça peut être beau, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler. Ce dont je parle, c'est de tout le reste. Du volontourisme d'abord, le voyage humanitaire qu'on achète sur catalogue, une cause en option dans son séjour. Derrière l'image, une machine qui prend la place des emplois locaux, qui installe une dépendance à l'aide extérieure et qui alimente un néocolonialisme bien réel. Et plus loin encore, l'humanitaire au sens fort. L'école, le soin, les orphelinats, là, ce n'est plus des économies qu'on déséquilibre, ce sont des vies, des enfants, des trajectoires entières qu'on bricole avec des volontaires non formés qui repartent au bout de 3 semaines. Premier exemple, au Cambodge. Des volontaires avant moi, il y en a eu beaucoup, et la plupart ont fait les mêmes choses. L'alphabet, les couleurs, les chiffres, quelques jours, quelques semaines, puis ils repartent. Le suivant reprend à 0, les enfants, eux, repassent la 10e, la 15e fois sur les mêmes mots. Ce n'est pas de l'apprentissage, c'est une boucle qu'on entretient pour que des occidentaux puissent se sentir utiles quelques semaines. Un des pires exemples, ça reste les orphelinats. Au Cambodge, 80% des enfants placés en orphelinat ont au moins un parent vivant. Le nombre d'orphelinats a triplé en 10 ans, alors que la guerre est bien finie depuis 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande. Des familles pauvres y placent leurs enfants en croyant à une promesse d'éducation. Et derrière, c'est devenu un business. On retire des enfants à leurs parents pour les exposer aux dons des touristes. La pauvreté est devenue une attraction. Je me souviendrai toute ma vie du jour où j'ai quitté l'école. Il y avait une élève très douée en anglais à qui j'avais promis de revenir. À ce moment-là, son visage a changé. Et elle m'a répondu « Ne dis pas ça, vous dites tous ça, et personne n'est jamais revenu. » Ce ne sont pas des mauvaises personnes, c'est un système. Un système qui a transformé la pauvreté en destination. La vraie question, ce n'est pas combien ça coûte, mais à qui ça profite vraiment. Les mots sont durs, mais c'est du vécu. Alors quoi ? On n'y peut rien ? Ben si. Tout d'abord, les organisations ont des chartes, des labels. Alors ça aide, si tu pars, choisis-en une qui en a. Mais aucune charte ne peut forcer quelqu'un à se poser les vraies questions avant de partir. Et ces questions-là, elles sont pour toi. Pourquoi tu pars vraiment ? Est-ce que tes compétences correspondent à ce que tu vas faire ? Ou est-ce que tu vas juste être un corps de plus, occidental, dans une classe qui n'avait pas besoin de toi ? Être un jeune occidental avec du temps et de l'argent, ce n'est pas une compétence. La bonne volonté n'est pas une qualification, et partir n'est pas en soi un acte de solidarité. Ça peut le devenir, oui, mais seulement si tu fais le travail avant. Ce travail, il est inconfortable. Au bout, on tombe souvent sur sa propre responsabilité, et on n'est plus le héros de l'histoire. Mais se regarder soi-même, ce n'est pas suffisant, parce qu'au-dessus du volontaire, il y a système. Et c'est là
ça devient vicieux parce que ce système, il ne tourne pas grâce aux gens mauvais, il tourne grâce aux gens bien. Il se nourrit de la générosité, de la bonne foi, de l'envie sincère d'aider. C'est ça son carburant. Et c'est ce qui le rend presque impossible à attaquer. Parce que le remettre en question, ça donne l'impression d'attaquer l'altruisme lui-même. Alors qu'on attaque l'inverse. On attaque ce qui parasite l'altruisme et le détourne. Une grande partie de l'humanitaire contemporain hérite des logiques de la mission coloniale. Le vocabulaire a juste changé, on ne dit plus civilisé, on va dire aider. Il y a une distinction qu'on évite de faire d'ailleurs entre les pays qu'on appelle pauvres et les pays qu'on a mis à sac. Le Cambodge a été colonisé 90 ans par la France, et après le génocide, ses ressources ont continué d'être exploitées par des intérêts étrangers. Ce n'est pas de la malchance, c'est une histoire. Et cette histoire a un nom plus large que le néocolonialisme, c'est le capitalisme mondial. Un système qui ne fait pas que profiter des inégalités, il les maintient en vie et il en a besoin pour fonctionner. L'humanitaire là-dedans ne corrige rien, il installe une dépendance qui empêche les pays concernés de construire leurs propres réponses. Et cette machine, elle n'est pas qu'au Cambodge, elle est ici, dans nos rues, nos écrans, nos supermarchés. Là-bas, c'est la dépendance, les enfants vendus aux orphelinats touristiques. Ici, c'est la précarisation, les burn-out, l'angoisse climatique, la solitude. Même mécanique. Et une seule logique, transformer le vivant en marchandise. Alors, si on veut changer ce cycle, il ne suffit pas de bien partir. Le vrai premier pas, il est ici, dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on tolère, dans ce qu'on vote. Le vrai combat ne commence pas dans les villages cambodgiens, il commence dans nos vies. Le volontariat continuera d'exister, alors à nous de faire en sorte qu'il arrête d'être le visage souriant d'un système qui prend bien plus qu'il ne donne. Et loin de donner des leçons ou quoi que ce soit, vous allez vite comprendre que j'ai fait partie de tout ça. Petite anecdote. Quand je suis arrivé, on m'avait poussé devant les élèves, sans programme, sans consigne. Je ne parlais pas leur langue, je voyais leur regard, plein d'attentes. À un moment, j'ai arrêté et j'ai tourné le dos aux élèves et pendant 1 heure, je me souviens avoir écrit dans mon journal toute ma honte, mon dégoût et ma tristesse. La certitude que ce que je faisais là ne servait à personne, sauf à moi. Ce soir-là, j'ai mis un mot sur ce que je vivais, le white savism, le syndrome du sauveur blanc. Et j'ai compris que j'étais devenu une pièce du système que je viens tout juste de démonter. 64 volontaires étaient passés avant moi. Aucun suivi, aucune trace. Je ne les blâme pas et j'étais arrivé pour faire pareil. Alors j'ai essayé. Avec Kossal, le directeur de l'école, on a structuré des programmes. Je leur ai laissé ce que je savais, les méthodes, les manuels, des ressources en ligne pour qu'ils puissent avancer sans le prochain occidental. Et j'ai tout documenté pour les suivants, pour qu'un travail long terme puisse exister. Je suis fier de ce que j'ai fait, mais terrifié en même temps. Parce que même bien fait, ça reste un pansement sur quelque chose de bien plus grand que moi. Cette lucidité, elle n'est pas innée. J'ai dû partir, me cogner, être un petit occidental privilégié perdu pour la trouver. Et je fais ce petit docu précisément pour ça. Pour que d'autres ne soient pas obligés d'aller chercher leur lucidité là-bas, sur le dos d'enfants qui n'ont rien demandé. Ça ne rachète rien, mais ça commence peut-être quelque chose.
Maintenant, petit ego trip, mais je vais un peu parler de moi. Je réfléchis trop, je complexifie. Une image est belle, mais je cherche ce qu'elle dissimule. Un moment est beau, et je complexifie jusqu'à l'abîmer. Une pensée en appelle une autre, une question ouvre 10 portes, et le mental s'emballe, tourne, revient, recommence. Je ressasse, je rumine, j'anticipe, et le présent, lui, disparaît. J'ai longtemps cru que comprendre le monde me rendrait libre. Mais c'est l'inverse. Voir trop clair sur certains sujets me fait souffrir. Tout ce que je viens de vous raconter, les rouages du voyage, du volontariat, du système, etc., ça n'apporte pas le bonheur que j'attendais. Mais ça apporte une vérité. Et cette vérité, elle est lourde. On dirait que pour être heureux dans cette vie, il faut faire semblant ou être égoïste. Parce que chercher, comprendre, ça ouvre des portes qu'on ne peut plus refermer. Alors face à ça, je me suis retranché dans ma mélancolie. Et le plus étrange, c'est que je m'y suis identifié. J'étais d'une certaine façon heureux d'être malheureux. Sur la durée, ça devient invivable, pour moi et pour les personnes que j'aime. Autour, rien n'aide. La religion donnait un cadre, des réponses à la mort, à la perte, mais la science, petit à petit, la remplace. Elle explique de mieux en mieux, mais elle efface tous nos rêves. Et Dieu, lui, face à ça, se tait. Et face à ce vide-là, on va consommer, on performe, on suit des modèles qu'on n'a pas choisis et on se perd. Toutes ces pensées, elles ont commencé à Tokyo. J'y ai passé 3 mois. Je me suis fait un ami là-bas, avec qui je marchais dans les rues de Tokyo, je suis sorti plein de fois, et quand je suis parti, il m'a laissé un mot dans mon carnet, et il disait que je lui faisais penser à Camus. Alors pour moi, Camus, c'était juste un auteur que j'avais lu au collège, mais je m'étais jamais intéressé vraiment à lui. Et ce mot, il a fait quelque chose, et je suis allé voir. Si tu passes par là, c'est grâce à toi que Céline existe. Et là, j'ai découvert que d'autres avaient erré dans ce même brouillard avant moi, et qu'ils l'avaient cartographié. Camus parle de l'absurde, cette tension entre nous qui cherchons un sens à tout et le monde qui n'en a pas. Et il dit qu'il n'y a qu'une réponse digne, regarder cet absurde en face et continuer quand même par choix. Mais Camus ne dit pas comment tenir debout quand le mental s'emballe. Toll, je l'ai croisé autrement. À un moment où ça n'allait pas vraiment bien dans ma vie, les propriétaires de mon appart m'ont invité un soir. On a parlé pendant des heures. En partant, ils m'ont tendu un livre, Le pouvoir du moment présent. Encore une fois, quelqu'un me tendait un chemin qu'il avait déjà traversé. Il dit qu'on souffre presque toujours parce qu'on vit ailleurs que maintenant, dans le passé qu'on ressasse et dans le futur qu'on redoute. Et il propose de mettre nos pensées à distance, devenir l'observateur, voir qu'on n'est pas ce qu'on pense. Là-dessus, sur le retour au présent, je suis d'accord avec lui. Le présent, c'est le seul en soi moment réel qui existe dans notre monde. Mais sa solution, je peux pas la prendre. Parce que ces pensées qu'il faudrait regarder de loin, elles ne sont pas pour moi une couche en trop. Elles sont ce que j'ai construit, traversé, perdu et gagné. Elles sont moi. Et les mettre à distance, c'est me mettre à distance. Observer son chaos, c'est encore une façon de ne pas y être. Et moi, je veux y être. Et au fond, ce que j'ai compris en étudiant tous ces philosophes, c'est qu'aucun d'eux n'avait résolu quoi que ce soit. Ils n'avaient pas de vérité à proposer, ils étaient en train de fabriquer la leur. Et c'est ça, leur vrai message. Créer sa philosophie en avançant, c'est ça le principe même d'exister. Alors moi, je fais, j'avance, j'écris, je parle. Et ce doc que vous regardez, c'est ça. C'est ma philosophie en train de se faire, ma manière à moi d'exister. Voyager, tout d'abord, c'est un énorme privilège, qui repose sur des inégalités globales. Par exemple, mon passeport français m'ouvre près de 200 pays sans visa, alors que le passeport cambodgien à peine 50. Bouger librement, c'est l'un des plus grands privilèges du monde moderne, et moi, je l'ai eu en naissant. Et là où je suis allé, j'étais l'invité de gens qui ne pourront jamais me rendre visite. On partage un repas, des silences, parfois une vie pendant quelques semaines, mais pas à égalité. Moi je peux repartir, eux non. Et c'est ce déséquilibre-là qui est invisible, mais qui structure absolument tout. Chaque fois qu'on part, sans se poser la question, on devient un rouage. Pas un méchant, loin de là, mais c'est ça qui est dur à accepter. Qu'on puisse alimenter un système juste en faisant ce que tout le monde fait. Mais le voyage, aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus vraiment un voyage. Avant même de partir, l'itinéraire est déjà écrit. Une plateforme à classer les hôtels, un influenceur à baliser le chemin, et on arrive dans un pays avec dans la tête l'image exacte de ce qu'on est censé y trouver. Et surtout, celle qu'on est censé en ramener.
Dans des pays comme le Cambodge ou le Laos, le tourisme pèse tellement dans l'économie que c'est toute une culture qui finit par se modeler pour ressembler à ce qu'on est censé y trouver. J'ai quelques exemples à vous donner. À Kampot, au sud du Cambodge, dans une auberge, je rencontre des gens et on se raconte nos voyages. Sur 10 personnes, 8 avaient fait exactement le même itinéraire. Les mêmes villages, les mêmes anecdotes. Dans une famille cambodgienne où je vivais, je leur parle du hammock, le plat qu'on m'avait vendu comme la cuisine nationale. Et ils mettent 2 jours à comprendre de quoi je parle. En réalité, ils m'avouent que c'est un plat de fête, réservé aux familles très riches, et la majorité des Cambodgiens ne le mangent jamais. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Aujourd'hui, on ne visite pas un pays, on visite ce qu'on a fabriqué. Et puis on rentre. Et on vous demande, c'était bien, t'es allé où, t'as fait quoi? Et vous ne savez pas quoi répondre. En tout cas, moi je n'ai jamais su répondre. Parce que ce qu'on rapporte vraiment, ce n'est pas une liste de lieux, ce sont des moments gravés. Des visages, des âmes croisées, des sourires, des vies qui n'avaient aucune raison de venir toucher la nôtre. Ces rencontres-là, elles nous mettent à vif. Elles nous forcent à nous raconter à des inconnus, à exister autrement et à devenir un peu plus ce qu'on croyait être. C'est par ces frictions-là qu'on se trouve, pas dans le miroir, mais dans l'autre. Et on ne devient pas quelqu'un d'autre, on devient juste un peu plus soi, en rencontrant un peu plus de nous. Et voir tous ces systèmes, voir tout ce que je viens de vous dire, on croirait que ça pourrait tuer quelque chose. On ne voyage plus, on ne fait plus rien. Mais au contraire, c'est ce qui permet de protéger tout ça, de ne pas la confondre avec son décor et avec ce que ce système a créé. Alors voilà, c'est la fin. Et je n'ai pas envie de conclure. Déjà, je n'ai jamais réussi à écrire de conclusion en 1 an. Et j'ai fini par comprendre d'ailleurs que c'était ça, la conclusion, qu'il n'y en ait pas. Et c'est la continuité logique de tout ce que je viens de vous dire, l'existence se crée par le mouvement. Alors oui, j'ai figé des vérités, des pensées dans cette vidéo, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ne plus rien faire bouger en soi, c'est une forme de mort. Et la seconde chose, ça serait le mouvement. Bougez, créez ce que vous avez en tête, allez au bout de vos idées, trompez-vous, recommencez. Prenez le contrôle de votre existence. Mais un petit détail près. Être conscient de ce qui contrôle aussi votre existence. Être conscient aussi de vos privilèges. Parce que par exemple, moi j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter, chercher ce fameux sens, réfléchir à tout ça. Ceux qui luttent pour manger, qui vivent la guerre, qui galèrent en fin de mois, ne se demandent pas forcément si Sisyphe est heureux. Donc oui, de cette chance naît une responsabilité, celle de voir, mais surtout d'agir. On vit dans un monde qui pille des pays et des cultures pour de l'argent et du pouvoir. Alors si on s'arrête au fait de voir, qui agira? Qu'allez-vous faire de tout ce que vous venez de voir? Comment allez-vous exister maintenant? Comment vais-je exister? Bon, je vais m'arrêter de parler. Et sachez que si vous êtes encore là, vous faites partie de mon mouvement. Alors, merci. Je vous aime.